2, 3, 4. Yeah. Jérôme, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici comme tous les mois pour le grand entretien qui commence comme toujours par l'actualité du Cercle Aristote. Alors l'actualité du Cercle Aristote, c'est la poursuite des curés de campagne. Vous êtes très nombreux à vouloir ce rendez-vous aux côtés du grand entretien qui a très bien marché pour l'affaire ukrainienne, sur laquelle on va revenir. Et je vous remercie de toute cette fidélité. Je vous remercie également du soutien que vous apportez à certaines de nos initiatives amies. Je pense à la réussite du docu-Brexit, que grâce à vous, les équipes de Rupture et de Front Populaire vont pouvoir le financer. Et ça, c'est entièrement grâce à vous. Je vous remercie également du soutien que vous nous avez accordé pendant l'affaire ukrainienne, grâce entre autres à votre assiduité aux prises de parole de Romain. Ça nous a beaucoup touchés, surtout que les déclarations de mon équipe sur ce conflit ne nous ont pas attirés que des amis. Mais je suis habitué à ce que mon sens de l'humour ne soit pas universellement partagé. Nous sortons, comme je vous l'ai dit, le Le Vigan est disponible, éparpillé façon puzzle, Macron contre le peuple et la liberté. Quand cet entretien sera sorti, Service National sera également sorti, et nous serons en train de sortir l'ouvrage sur les données, sans oublier l'ouvrage majeur qui lui est déjà disponible partout, et qui est évidemment le Sapir, le grand retour de la planification aux éditions Jean-Cyril Godefroy, lui disponible partout. Et n'oubliez pas votre libraire du coin, sauf évidemment si vous voyez qu'il a un portrait de Emmanuel, pas Emmanuel fin des années 70, joli pépé, mais Emmanuel amateur de mémé. C'était voilà, l'actu du cercle, ça se suit. On vous prépare avant tout les grands événements de rentrée. On va essayer de continuer à faire une très belle saison de conférences. Et ça, grâce à vous, nous avons réussi à faire de bons événements. Je vous donne rendez-vous donc les 3 lundis d'avril. Il n'y a pas de conférence le 18, donc le lundi de Pâques. Et vous aurez en tout cas un retour d'Ukraine par mon ami, le photographe de guerre Jonathan Alperi, qui sera le premier lundi, donc ça doit être le tout premier lundi d'avril. Et pour le reste, suivez le site du Cercle et suivez vos réseaux sociaux, parce que tout va sortir et tout saura point à qui c'est attendre. Voilà. Eh bien très bien, ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Et quel sujet? L'actualité du souverainisme. Et on va commencer par la suite directe de notre entretien du mois dernier, c'est-à-dire sur l'Ukraine, avec la hausse assez forte, on va le dire de façon très mesurée, du prix du pétrole, et qui met sur la table le sujet de la souveraineté énergétique. Qu'est-ce qu'on en a ? Bien plus que ça, malheureusement. Aussitôt, le conflit vis-à-vis de la Russie, on va être très clair, la Russie, c'est pétrole, gaz, charbon, déjà. Clac. Je rappelle que nous sommes en tout début de printemps. Le 20 mars, c'était il y a quelques jours. Que dans certaines régions du monde, les temps doux, voire froids, vont continuer un long moment. Donc d'ores et déjà, vous avez un choc énergétique. Vous avez un choc alimentaire en préparation. La Russie comme l'Ukraine sont des exportateurs de blé. Donc, en plus, comme on est très con, on a mis des sanctions, et les sanctions vont, comme toujours, aggraver le mal. Mais il faut bien comprendre que, comme je l'avais dit, et je pense que j'ai été confirmé, que les sanctions sont toujours contre-productives. Elles n'ont jamais mis un régime à genoux. Jamais. Elles ont mis des populations à genoux. Elles ont fait l'équivalent de crimes de guerre. Je vous rappelle les 500 000 enfants irakiens morts par la faim et le manque de soins. Tout le monde se fiche complètement, parce que 500 000 de qui, de quoi? Bon, très bien. Et
ça n'a jamais fait vaciller Saddam Hussein. Jamais. Jamais. Vous voyez, je rappelle que dans l'embargo américain en Irak, il y avait un embargo sur le lait maternisé, arme de destruction massive bien connue. Hein? Après tout, on ne sait jamais. Vous savez, c'est comme dans ce film avec Patrick Bruel qui joue un prof. Vous en avez un moment à moitié fou qui met un pétard dans une couscoussière et ça fait paf! Et il dit notre peuple vaincra. Vous voyez, c'est dans, je sais pas, les nuls passent le bac ou un truc comme ça. Et là, on est exactement au même niveau. Tu vois, quand on s'attaque au lait maternisé pour démilitariser les populations. Mais là, on est en train de faire exactement le même type de sottise. Exactement. Le seul effet que ça va avoir, ça va frapper, là, universellement, les populations les plus faibles. Quels vont en être les effets? Effet multiplicateur de l'inflation, pour une raison qui est très simple. Comme le dit très bien Charles Gaff, ce que j'aime chez Tonton Gaff, c'est le sens de la formule et de la synthèse. L'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est très vrai. À partir de la hausse énergétique, vous allez amplifier, ce qui ne veut pas dire que la vague d'inflation est causée. La vague d'inflation est largement antérieure. Et c'est une vague d'inflation qui est structurelle au mode de production mondialiste, qui est un mode de production juste à temps, et qui est structurelle au fait que les chaînes de valeur et les chaînes de production sont en train d'être complètement bouleversées. Nous l'attendions. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas pleurer et se rouler par terre. Nous l'attendions. Le mythe de la mondialisation faisant baisser les prix va enfin crever. Bon. On aura d'ailleurs remarqué que juste après le début du conflit ukrainien, le prix de certains produits de façon assez surprenante ont augmenté, comme les pâtes par exemple, alors que l'Ukraine n'est pas exportateur de blé dur. Donc, ce qu'il faut pour les pâtes. Comment expliquer tout ça? C'est très simple. Si vous voulez, à partir... Le problème, prenez, nous on fait de l'imprimerie, le papier a pris 70% depuis novembre. C'est tout simplement qu'une vague inflationniste comme celle-là se répercute en série. Et à la fin, elle prend la totalité du circuit économique. Tout simplement parce que elle fait augmenter le prix des transports, elle fait augmenter le prix des fournitures, elle fait augmenter le prix, dans certains pays, de l'électricité, elle fait tout augmenter. Et comme on n'est plus habitué à faire des procédures de contingentement, alors vous me direz, le contingentement peut cacher la pénurie. Oui, mais si c'est bien fait, parfois c'est la seule chose qui nous resterait, particulièrement en souveraineté alimentaire. Or, on n'est plus habitué, d'un seul coup, on va avoir un double effet, soit inflation, soit gestion de la pénurie. Donc vous allez avoir une hausse des prix, un maintien des prix mais une baisse des quantités, donc par exemple le même prix pour la bouteille de X, mais qui va passer de 2 litres à 1,5 litre. Oui, ça se remarque beaucoup. On est d'accord? Par ailleurs, anecdote assez amusante, les paquets de Doritos, je crois, auront 8 chips de moins. Là, si vous voulez, vous êtes plus expert que moi. Or, le problème, c'est que nous ne pouvons pas, sans une remise à plat totale de nos circuits d'approvisionnement, contrer ce qui va arriver et qui va être malheureusement enquisté dans notre système économique pour un long moment. Plus personne ne peut croire à la vaguelette d'inflation de courte durée. Évidemment, la hausse du prix de l'énergie relative au conflit et aux sanctions, je le maintiens, va amplifier le phénomène. Autre problème, la Russie est exportatrice d'engrais. Or, l'engrais est devenu, parce que nous faisons et nous avons la bêtise de maintenir un système agricole productiviste, au lieu de faire un système résilient ou mieux un système antifragile, ce qui voudrait dire de modifier nos modes de production, et de faire un peu plus confiance aux agriculteurs, peut-être un peu moins à l'agrobusiness, eh bien, malheureusement, l'augmentation de l'engrais, c'est toute la chaîne qui va prendre un coup, vous voyez? Même chose, l'augmentation du blé va avoir une importance lourde pour les pays du sud de la Méditerranée, qui, comme à chaque fois, vont être mis sous tension. Rappelez-vous la dernière fois, les fameux 10 printemps arabes qui étaient des révoltes alimentaires,
où avant tout les gens demandaient du blé, pas de la démocratie. On leur a piqué le blé, on leur a donné les barbus. Bon, chacun fait ce qu'il peut. Mais n'oubliez pas qu'en plus, ces zones-là ont plutôt pris parti pour la Russie. Donc, ne nous aliénons pas ces zones en rajoutant dans la bêtise, parce qu'aujourd'hui, on va en reparler sans doute, nul ne peut mésestimer la force de la bêtise occidentale et la force de notre isolement. Pas la Russie qui est isolée, c'est nous qui le sommes. C'est ça qui est terrible. Or, nous étions prévenus que nous allions vers la fin de l'énergie peu chère. Ça fait 20 ans qu'on aurait dû préparer ça. Et comment on fait pour lutter contre ça? Eh bien déjà, on fait un grand plan sur toutes les énergies à notre disposition. Et si pour cela des entreprises françaises doivent être défaites, je pense, et là je vais vous choquer, mais je pense à l'influence totalement néfaste qu'a le groupe Total en France. Alain Deneau, grand philosophe canadien, a écrit des ouvrages atroces sur Total, et je pense que Total doit revenir dans le giron de l'État à terme. Parce qu'il est anormal qu'une entreprise menace les intérêts de l'État français. Je vous le dis, un des dirigeants de Total, M. de Margerie, avait eu un accident, semble-t-il, tout à fait particulier il y a quelques années. Vu qui il était par rapport aux intérêts nationaux français, je ne suis pas certain qu'il faille écraser de chaudes larmes. Donc, je pense aussi que quand on joue aux mafieux et qu'on n'en a pas les moyens, parfois ça se paye cash. Vous savez, c'est toute la problématique du film... c'est toute la problématique du film Casino. Hein, vous avez de vrais mafieux, puis vous avez deux excités, deux frangins, qui sont des mafieux, mais qui se la jouent encore plus mafieux que les mafieux, et à la fin ils terminent dans un champ de maïs. C'est une scène particulièrement dure. Et ben, malheureusement, vous voyez, nous aurions dû prévoir la fin de l'énergie à pas cher. Nous étions tout à fait au courant, là encore, rien appris, rien prévu, rien compris, rien fait. Mais nous sommes face à un phénomène de longue durée qui va aussi avoir un effet dont je vous parlais, qui va être la mise en dépendance des Européens d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que le grand jeu énergétique est réouvert, les Américains réouvrent le dossier iranien, et donc, d'où au passage les efforts de quelqu'un comme Naftali Bennett et de quelqu'un comme Erdogan. N'oubliez jamais qu'Erdogan est un homme extrêmement intelligent. Laurent Arthur Duplessis traite depuis 20 ans de cette intelligence, bien seul, et là c'est le dernier, Erdogan ou la haine de l'Occident. Mais pourquoi Erdogan s'est bien placé dans cette crise, tout comme d'ailleurs Naftali Bennett, pour plusieurs raisons, mais pour une raison et une considération. La considération, c'est que ce sont deux pays qui appartiennent au bloc occidental, mais sont sur la route de la multipolarité, donc eux ils ont compris. Et deuxièmement, c'est que ce sont deux pays extrêmement gênés par le fait que, fâchés avec la Russie, il faut réouvrir les négociations avec l'Iran. Or, nous avons affaire à deux ennemis de la Grande Perse, les Turcs et les Israéliens. D'ailleurs, je ne serais pas trop surpris que, même si les Iraniens ont beaucoup tenté de normaliser leur rapport avec les Saoudiens, que les puissances du Golfe n'y mettent pas leur grain de sel rapidement. Donc, et même chose, et là pour le coup, ça va faire du bien au pauvre petit peuple vénézuélien qui en prend plein la figure depuis près de 30 ans, alors que, voilà, on peut dire ce qu'on veut du chavisme. Le chavisme a énormément de défauts. J'ai toujours dit, pour moi, le plus gros défaut de Chavez, c'est de ne pas avoir constitué des faux souverains pour réindustrialiser de force le Venezuela, parce que je ne vais pas revenir dessus, mais vous verrez, j'avais fait une vidéo là-dessus sur pourquoi le Venezuela est en faillite, est en problème structurel. C'est pas, Chavez n'est rien de plus Chavez n'est pas le fauteur de troubles au Venezuela. Hein. Il a tenté beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'il a beaucoup donné à sa population rapidement. On peut dire par démagogie, mais je pense surtout parce que c'est un homme qui a été élevé dans une cabane en terre battue.
et qui aimait son peuple et qui lui a promis, qui a tenu ses promesses. Alors il est vrai que quand un politicien tient ses promesses, tout le monde d'un seul coup tombe de sa chaise. Ça fait tout drôle. Ah, ça fait tout drôle. Mais voyez les statistiques onusiennes sur le Venezuela, sur l'alphabétisation, l'espérance de vie, etc. Je ne dis pas que le bilan est globalement positif, je dis que tout n'est pas acheté. Et qu'en tout cas, c'est pas à nous d'en juger. Donc, le problème, c'est que là, les Américains sont obligés, le temps de mettre les Européens en dépendance du gaz et pétrole de schiste américain, ce qui est à dire 2 ans et demi, le temps de construire les terminaux pour regazifier la marchandise. Ça demande des terminaux spéciaux qui valent quand même 1,5 milliard pièces. Et surtout, il faut maintenir les coûts de l'énergie extrêmement élevés, sinon ce n'est pas rentable. Voilà. En plus, je crois que les premiers appels d'offres n'ont toujours pas trouvé preneur pour l'instant. Enfin, on ne sait pas quel pays va construire les terminaux. Donc, et après, il faut au moins 2 ans et demi à 3 ans pour les faire. Donc pendant ce temps-là, il y a un temps de latence pour se passer de l'énergie russe. Donc vous avez le Qatar sur les rangs, Berlin vient d'aller ramper auprès de l'émir du Qatar, vous avez l'Algérie, même si je pense que nos amis algériens qui mentent sur leurs réserves, là je leur en veux pas, l'Arabie Saoudite aussi il fait. Hein. Tout le monde ment sur les réserves, en plus comme en moins. Ce qui est normal, c'est un secret d'État, c'est normal. Mais je pense que quand l'Algérie dit qu'elle peut compenser pour l'Europe, ou du moins une part de l'Europe, le gaz russe, je pense que c'est être un peu un tartare. Disons que c'est ce côté un peu one to free, vive l'Algérie, quoi. C'est ce côté un peu blédard matamor. Ouais. Donc je crains que les Algériens surestiment assez largement leur capacité, malheureusement. Et croyez bien que j'aurais rien contre, parce que je n'ai aucune envie que l'Algérie soit emportée par une révolte alimentaire. Absolument aucune envie. La dernière fois, n'oubliez pas que les 2 seuls pays qui arrêtent le printemps arabe, c'est l'Algérie et le Maroc. Et pourquoi ? Parce qu'ils balancent du fric. Le problème, c'est que là, du fric, ils en ont beaucoup moins. Voire, ils en ont plus du tout. Donc, et je vous rappelle que 95% du commerce extérieur algérien, d'après les chiffres de la douane algérienne, se fait sur l'énergétique. L'Algérie est dépendante en tout. Alors je vous rappelle que c'était le grenier de Rome. Et que du temps où la France était présente, c'était, avec tous les défauts de la présence algérienne, de la présence française en Algérie, le problème n'est pas là. Mais c'était une terre très fertile. Et malheureusement, l'Algérie est dépendante alimentairement. Et j'aimerais beaucoup que nos amis algériens, voire peut-être dans un dialogue avec nous, s'orientent vers une autosuffisance en toute matière, parce que moi, c'est pas du tout pour me mêler de leurs affaires. Alors là, aucune volonté, c'est seulement que c'est mon intérêt que l'Algérie reste entière. Parce que si elle tombe, c'est sur mes pompes. Tout simplement. Donc, la Tunisie, j'ai peur que ça porte un coup fatal à la Tunisie, parce que la Tunisie, c'est toujours pas relevé d'Ennahda. C'est le problème, je le dis souvent, le problème des barbus, c'est que quand ils apprennent le pouvoir, ils voient les roues des vélos, ils appellent le FMI. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont bons qu'en contrôle social. Tout ce qui est sérieux devient haram, et donc, pour des gens qui sont théoriquement des anticoloniaux, et bien pour tout ce qui est sérieux, ils appellent qui ? Les anciennes puissances coloniales. Par l'intermédiaire des organisations internationales. Moi, à la rigueur, ils seraient très musulmans, mais très nationalistes. Ce qu'étaient les hommes du nationalisme arabe, pour beaucoup d'entre eux. Là, je dirais banco. Après tout, c'est chez eux, c'est leur religion, ils font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que là, ils font du contrôle social. Tu connais la différence entre le taliban et le taliban modéré. Hein. Le taliban modéré, quand il met sa femme dans le coffre, il enlève la roue de secours. Bah, si tu veux, ils font du contrôle social, et pour tout le reste, ils rentrent devant l'étranger. Si tu veux, c'est quand même des peuples assez fiers, si mes souvenirs sont bons, les peuples sud-méditerranéens. Alors, ça va poser problème, et ça va nous exploser en pleine figure. Donc, je dis qu'il faut entrer dans la désescalade et faire ce que je dis, l'esprit de Westphalie contre l'esprit d'Yalta. Là, on est de retour dans les pires folies de la guerre froide. Je rappelle que là, la Russie a menacé de couper un des principaux
gazoduc d'approvisionnement de l'Europe. Je rappelle que pendant toute la guerre froide, l'URSS ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? L'Occident est dans un stade de délire sénescent, pas uniquement à cause de Biden, faut pas lui foutre ça sur le, pas du tout lui foutre sur le dos, pauvre vieux. C'est pas parce qu'il est pas conscient de ce qu'on lui fout sur le dos qu'il faut en rajouter du sucre, mais l'Occident a atteint un stade de sénilité qui confine au danger mondial. On ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce que ça va être quand ce sera Taïwan dans 1 an? Dans 6 mois? Après, je pense qu'il faut tout de suite faire une grande conférence de paix. Ça aurait dû être ce qu'aurait fait Macron pour redorer le rôle de la France. Une grande conférence de paix pour dire, voilà, il faut statuer sur les zones où on a enfermé les Russes à la fin de l'URSS. Il y a 20 millions de Russes à l'extérieur de la Russie. Il faut statuer sur ces zones. Tout de suite. Sinon, ça se reproduira. Ça se reproduira, et si ça ne se reproduit pas, ça servira comme une espèce de gangrène qui va continuer à infecter les relations internationales de cette zone. Et où il y aura des tas de petits malins pour en profiter. Au hasard, les Polonais et les Baltes. Parce que je rappelle que dans l'état où est l'Ukraine, elle peut aussi prendre une attaque polonaise. Beaucoup de Polonais veulent reprendre la région de Lvov. Donc, je pense qu'il est grand temps que tout le monde se calme, d'arrêter ce délire anti-russe. On en reparlera après. Et surtout de dire, écoutez, là on est en train de foutre. Charles Cave l'a magnifiquement dit chez Berkoff. On est en train de déconstruire des rapports commerciaux qui sont fondamentalement de la dentelle. On va laisser des traces hors normes là-dedans. Et résultat, le plus intelligent de tous, je vous le dis, c'est Xi Jinping, de très loin. Mais ça, que l'homme était intelligent, on était au courant. Parce que pour l'instant, ceux qui ne basculent pas dans la folie, c'est l'Asie orientale. Bon. Si vous voulez, voilà, comme disait Toynbee, les grandes civilisations ne sont pas assassinées, elles se suicident. Est-ce que l'Occident a la tentation du vide? On finit par se poser la question. Toute cette vague d'inflation qui va frapper les plus pauvres, c'est l'inflation sur la bouffe, merde. Et tout était prévisible, et personne n'a rien fait. Vous voyez, la pire des lâchetés, c'est d'être lâche devant les conséquences. Et là, on est lâche face aux conséquences. C'est dramatique, absolument dramatique. Pour quelque chose, on devrait beaucoup plus essayer de résoudre les problèmes qui ont créé la vague inflationniste, c'est-à-dire enterrer la mondialisation. À un moment, il faut laisser les morts enterrer les morts. La mondialisation s'est jamais remis du choc de 2007-2008. Jamais. Résultat, nous faisons vivre artificiellement le commerce mondial qui a toujours vécu à crédit. Nous le faisons vivre artificiellement en faisant vivre les grandes banques qui garantissent ce commerce mondial. Et nous les faisons vivre comment? En ayant créé un marché Potemkin qui repose sur les banques centrales. Donc le marché interbancaire ne s'est jamais remis. Et il s'est jamais remis pourquoi? Parce que les banques savent toutes qu'elles sont pourries jusqu'à la moelle, et donc évidemment elles se prêtent pas entre elles de manière automatique, parce que c'est le premier, tu vois, c'est le premier qui est raide, qui fait ce qu'il doit le faire à l'autre, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, bon. Hein, c'est une blague tout en raideur, comme dirait Dominique Strauss-Kahn. Voilà où nous en sommes. Nous avons créé une mondialisation Potemkin à un moment, si vous voulez, il faut débrancher Frankenstein. Première chose. Deuxième chose, prendre les conséquences de ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'à court terme, ça va piquer, mais à long terme, ce sera mieux pour tout le monde. À un moment, il faut arrêter d'être lâche. Et au lieu de ça, eh bien, on fait ce que mon ami, le philosophe et ancien haut fonctionnaire tunisien Mesri Haddad, on fait la guerre de substitution, donc on dit c'est la faute à Poutine. Tu vois, puisque c'est la faute des Russes est devenu le nouveau mon chien a mangé mon cartable, a mangé mes devoirs dans mon cartable, peut-être manger les cartables aussi. Donc on en reviendra voilà. Sur la partie propagande de guerre. Voilà où nous en sommes. C'est dramatique, c'est absolument dramatique. Et le pire, c'est qu'il n'y a rien
qui fut imprévisible, pour l'instant. Vous avez évoqué Macron. On pourra également citer un autre geste qui ajoute une nouvelle médaille à son blason bien rempli déjà. L'épisode du drapeau européen sous l'arc de triomphe. L'arche de triomphe. Là, la guerre des drapeaux, c'est une chose que nous, souverainistes, connaissons bien. Nous l'avons appris de nos cousins québécois. La présence du drapeau, c'est l'effacement. C'est-à-dire qu'en réalité, ça veut dire, ici c'est l'Europe, la France, que la France débarrasse le plancher. Vous savez, c'est cette phrase dans le Robin des Bois de Disney, fais ce qu'on te dit vers de terre, débarrasse le plancher. C'est une marque d'humiliation, et c'est leur monde, pas le nôtre. Mais l'Europe est l'idée exterminatrice de la France, point. Tant qu'on n'aura pas compris ça, voilà. Et je le dis, tout eurocrate, même du dernier niveau, de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, est un traître, et la civilisation est dure aux traîtres. Comme disait Rousseau, le national est dur à l'étranger, et la civilisation est dure aux traîtres. Je me permettrai d'ajouter, évidemment, à ma modeste place par rapport au grand Jean-Jacques. C'est un défaut de l'esprit français depuis 1000 ans, de tenter, et ça vient de notre côté profondément catholique, de tenter de trouver une once de bonté, y compris chez les traîtres, pour les pardonner. Le prix de la survie de nos enfants sera l'apaisement que nous procurera la fin de ces gens. À un moment, les lignées de traîtres, il faut quand même régler ce type de questions. Nous ne l'avons pas fait en 1945, puisque le général de Gaulle, comme tous les grands chefs, était magnanime. Et bien malheureusement, les traîtres ont fait des petits. Et vous les avez aujourd'hui. Donc, à un moment, je pense qu'il faut y réfléchir. Emmanuel Macron n'est rien de plus que l'incarnation de cette tentation de la post-France, à travers son symbole qui est le drapeau bleu, étoile jaune pisse, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Voilà, je l'ai dit sur la base de l'œuvre de Régis Debray, c'est soit culture nationale, soit civilisation occidentale. Moi, quelqu'un qui me dit « la France est morte, je suis américain », je peux le comprendre. Au moins, ça a une logique, tordue, perverse, mais quand même. Mais quelqu'un qui me dit « je suis européen », ce qui à la base veut juste dire « je suis raciste, je suis un homme blanc, que je déteste les non-blancs, mais je n'ai pas le courage de le dire ». Moi, j'ai rien contre le fait qu'un homme blanc soit fier d'être blanc. Pourquoi pas? Après tout. Le problème, c'est que la blanchitude, ça va loin. Hein. Kadyrov est un blanc. Hein. Désolé. Donc, vous voyez, le problème, c'est soit il ne faut pas choisir des fantasmes. Si on change d'identité, il faut prendre une identité solide. Bon. Donc c'est soit Grand Occident, donc Washington, soit culture nationale, donc soit Paris. Chacun doit arbitrer ça lui-même. Mais de dire, ou alors, vous changez de civilisation et vous devenez chinois, vous devenez russe, comme certains le font. Hein. Ça, c'est pourquoi pas. Mais assimilez-vous complètement. Vous n'êtes pas Carpe Lapin. Sinon, vous êtes exactement comme Macron. Exactement comme Macron. C'est-à-dire que vous êtes un produit d'importation qui a pourri dans la cale du bateau. Ce qu'est Macron. Macron, c'est un produit de la gauche californienne fermenté. Je pense aussi que ces sprays multivitaminés n'ont pas aidé. Mais c'est une autre question. Alors vous me direz, vu ce qu'il y a dedans, ce serait plutôt désinfectant, mais bon. Voilà, c'est une guerre psychologique qui nous est faite. Il ne faut jamais se laisser faire par ça. C'est-à-dire un drapeau européen, ça doit être décroché, ça doit tomber, d'une manière ou d'une autre. On se rappelle que dans d'anciens grands entretiens qui remontent à quelques années, vous faisiez souvent mention des décrocheurs, je crois. Qui faisaient un travail admirable sous je crois, la houlette de Sylvain Baron, si mes souvenirs sont bons. C'était de l'excellent boulot. Que penser de cet acharnement par rapport à nos poilus? Parce que c'est pas la première fois, on se souvient tous de l'épisode où Black M devait faire
mémorial du Ouais, Verdun, je l'avais crois. assassiné. Je l'avais assassiné. On avait Black M, on avait la célébration de l'armistice avec un motif pour essayer d'humilier Trump, et maintenant une profanation du soldat inconnu. Qu'est-ce que c'est que cette... Pour une raison qui est très simple, c'est que le poilu, c'est le symbole de la France qui se rend pas. Et c'est la virilité du petit prolétariat et de la petite paysannerie. Faut pas oublier ça. C'est la virilité française en acte, le poilu. Contrairement à certains mythes, ce ne sont pas les mecs qui font la première ligne chez nos poilus, c'est pas les paysans. Parce que les paysans, ils savent utiliser les chevaux. Donc on les met dans l'artillerie. C'est les petits employés, vous savez, ceux qu'on dit, ils ont des jobs de bureau aujourd'hui, donc c'est des lopettes. Des bullshit jobs. Des bullshit jobs. Bah, si tu veux, c'est ces mecs-là qui ont fait cette France invincible, qui a démoli Deutschland. Et qui aurait juste dû aller jusqu'à Berlin. Le problème, c'est que nos amis américains ne le voulaient pas, parce que pour eux, n'oubliez pas que l'Allemagne est le garde-chiourme du continent. Depuis toujours. Or, ils veulent détruire ce symbole de la virilité du petit prolétariat, de la petite paysannerie française. Et ce symbole qui est universel pour nous Français, parce qu'il n'y a pas un village où il n'y a pas ces magnifiques monuments aux morts. Ouais, tu vois, j'en ai un j'habite en haut d'une petite colline. Et il y a un calvaire aux morts en bas de ma colline. Je suis pas passé devant des centaines de fois, je suis passé devant des milliers de fois. Je m'arrête à chaque fois. Dans chaque village, il y a, moi je me rappelle là où exerce mon papa, à Soligny, la Trappe, il y a un petit monument qui c'est marqué dessus Pro Patria. Et t'as la liste interminable des gamins qui sont morts. D'accord ? Ça, ils veulent le briser à tout prix parce qu'ils savent que c'est encore quelque part en nous. Ils doivent le briser à tout prix. Parce que ils sont dans la logique, ce que j'appellerais la logique de Grelle. C'est-à-dire que les Français, pourquoi vous vous obstinez à persister ? Tu sais, c'est la question de M. Smith, pourquoi persister ? C'est la question de M. Smith à Néo, pourquoi persister ? Pourquoi vous relevez ? C'est la question de Grelle aux Français. Tu sais, pour De Grelle, si on avait éliminé Jeanne d'Arc, la France aurait disparu à l'époque de Jeanne d'Arc, puis ça aurait été terminé, on aurait fait l'Europe. En manque de peau, il y a eu la pucelle. Ensuite, il y a eu les poilus. Et puis après, il y a eu De Gaulle. Pourquoi vous résistez ? Pourquoi vous ne consentez pas à disparaître ? C'est la question de l'européisme à la France. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis que l'européisme existe. Pourquoi vous ne voulez pas disparaître une fois pour toutes ? Or, pour ça, eh bien, il faut détruire les mythes. Or, le mythe, n'oubliez pas que chez les Grecs, le mythe est une voie d'accès à la vérité. C'est mythe au sens mythologique, c'est pas mythe au sens mythomanique. Enfin, c'est pas mythe au sens de mythomane. Et, si vous voulez, c'est Achille, c'est pas Benjamin Griveaux. On a la discivilisation qu'on peut. Il faut détruire le mythe du prolétariat viril français, coûte que coûte. C'est pour ça qu'on s'attaque aux poilus, bien sûr. Le problème, et c'est pour ça que nous devons révérer les poilus. Et là, je vais rendre hommage à quelqu'un qui était venu au Cercle Aristote, dont l'évolution me peine un petit peu, mais qui avait fait un ouvrage magnifique, qui est l'ouvrage que tout le monde doit lire, Les Vainqueurs, sur l'armée française de 14, de Michel Goya, qui est l'ouvrage majeur de ce temps sur cette question. Voilà. Mais regardez la chevalerie gaulienne, l'extraordinaire épopée de la Résistance. Alors ils ne peuvent pas les frapper, alors ils les effacent. Ils ne peuvent pas effacer le grand Charles, mais ils disent « Non, mais il était gentil, il était droit de l'homiste, il était quasiment inclusif, tu vois. » Bah ça, De Gaulle. C'est tellement plus grand que ça, De Gaulle. Non, mais finalement, De Gaulle, il était comme nous, quoi. Enfin, il était plus grand, oui, d'accord, il avait fait un peu d'histoire, nous moins, mais où il croyait aux droits de l'homme, et il croyait aux droits de l'homme et au tamponnage universel. Non. De Gaulle, comme disait Régis Debray dans À demain De Gaulle, qui est un ouvrage, le plus grand ouvrage jamais écrit sur De Gaulle, certainement, c'est le grand autre.
C'est l'homme au-delà de toutes les séries. Comme me le dit souvent Eric Branca, qui pourtant, si tu veux, sur les centaines d'ouvrages parus dans le monde sur le général de Gaulle, il en paraît chaque année, doit en avoir lu au moins la moitié. Il me le dit, plus on en sait, plus il est grand. Mais il était grand parce qu'il a été rien à un moment. Le héros français, ce qui le caractérise, c'est son orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est ce qu'on a quand on a été rien et qu'on redevient quelque chose. C'est pas la vanité, l'orgueil. Les gens confondent les deux. La vanité, c'est le fait de tomber perpétuellement amoureux de soi. L'orgueil, c'est d'avoir en face de soi la photo de soi telle qu'on doit être pour atteindre le rôle qu'on s'est fixé. C'est Jeanne. Jeanne est totalement dans l'humilité, dans le don. Mais elle met le roi là où il doit être. Elle est plus virile que lui. Viril au sens se redresser. De Gaulle est pareil, il met la France là où il doit être. Et l'orgueil de Gaulle, c'est l'orgueil de la France. Car toute personne qui connaît la vie personnelle de Gaulle est aussi humble, en fait, à titre humain, que l'était Jeanne. D'ailleurs, il le dit. On dit De Gaulle parlait de lui à la troisième personne. Oui, c'est normal, il parlait de Gaulle, personnage historique, crétin. Le nom de majesté, c'est ça. Quand De Gaulle parle de lui-même, il dit le pauvre Charles. Pourquoi? Parce que profondément, il est profondément catholique. Donc pour lui, c'est un hommage nous devant Dieu. Le héros français, c'est ça. Les poilus, c'était ça. Ce mélange d'humilité et d'orgueil. Et ça, il faut le briser à tout prix. Parce que les petits mecs ne supportent pas que cette image leur soit renvoyée. Parce que ils peuvent se dire, De Gaulle et Jeanne d'Arc, bon, c'est deux personnes. En 1500 ans, ça va. Alors après, on pourrait rajouter tous les héros français, mais des héros français, il y en a l'appel. Hein. Mais on peut dire qu'on n'a pas à se comparer à ces gens. Oui, mais d'accord. Mais par contre, les poilus, oui. Parce que les poilus, c'est le héros qui vient, qui sort de sa ferme, qui sort de son usine, qui sort de son établi, qui sort de son échoppe, qui sort de son bureau et qui devient héros. C'est un message extraordinaire, le message du poilu. C'est-à-dire que tout homme qui regarde son destin en face peut devenir un héros l'espace d'un temps. Et ça, si vous voulez, c'est le message qui annihile Benjamin Griveaux. Qui annihile Jean Castex. Dans ce monde-là, il n'y a pas de Jean Castex. Et comme Jean Castex continue à être au monde, il n'y a que le monde pour s'en plaindre, il faut effacer la mémoire de ces mecs-là et dire on n'est pas médiocre, on a toujours été, tout a toujours été médiocre. Et ça, c'est l'anti-humanisme. De croire que l'humanité n'a accouché que de ses fins de race. Moi, je crois en l'homme, je sais que l'homme a été meilleur que ça. L'humanité n'est pas faite pour se terminer en Biden, en Macron, en Van der Leyen, en Trudeau. L'humanité ne terminera pas ni en Bermuda ni en Trudeau. L'homme vaut mieux que ça. Ou alors, il fallait pas dévier la lignée simiesque. Enfin, on n'est pas descendu de l'arbre pour monter dans Trudeau. Tu vois, si tu veux, fallait pas faire tout ça. Tu vois, il fallait pas que des hommes meurent pour aller dans les airs, sous la mer, dans l'espace. Fallait pas faire tout ça. Si c'était pour en arriver à Trudeau, c'était pas la peine. Or, ces gens-là veulent effacer, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils détruisent l'enseignement de l'histoire. Il faut effacer le monde d'avant, coûte que coûte. Pas en lui-même. C'est pas par réflexe antipasséiste. C'est pas pour nous délivrer du poids de la culture incapacitant parce que trop lourde, pas du tout. C'est pour dire non, l'homme a toujours été médiocre, donc vous n'avez pas à vous plaindre de nous. Nous ne sommes pas plus médiocres que l'était Louis XIII, que l'était Clovis, que l'était Mérovée, que le bouclier de Brennos, c'était fait par des mecs médiocres, tout était médiocre, De Gaulle était médiocre, tout le monde est médiocre. Donc Jean Castex a le droit d'exister. Est-ce que c'est ça le relativisme historique? C'est pire que ça. C'est de nier le rôle des hommes dans l'histoire et de remettre à des forces impersonnelles les clés de l'évolution humaine. Moi c'est l'antithèse de ce que nos pères grecs ont voulu. Je suis désolé.
C'est totalement l'antithèse. C'est l'antithèse de tout ce que l'Occident a donné de mieux au monde. Si vous voulez, ces gens-là sont des évangéliques du marché, comme disait Kev Joseph. C'est-à-dire que ils mettent le marché dans les mains de Dieu. C'est-à-dire que pour eux, les forces impersonnelles, c'est comme le Dieu omnipuissant de l'Ancien Testament du Coran. Omnipotent, omniprésent, omnipuissant. Et face à ça, c'est Mektoub. Mektoub. Tu baisses la tête et Mektoub. Le fatum romain, c'est pas ça. Nous, on a créé le fatum, on n'a pas fait le Mektoub. Le Mektoub est très bien dans la civilisation qu'il a vu naître, hein. Je ne critique pas. Mais c'est pas la même notion. Le fatum, c'est de regarder le destin en face. C'est la phrase extraordinaire, qui est certainement fausse, en tout cas je ne l'ai pas retrouvée telle qu'elle dans l'œuvre de Marc Aurèle, mais qui est magnifique, parce qu'elle est pleine de romanité, qui est la phrase que Russell Crowe dit à Joachim Phoenix en Gladiator, tu vois, que Maximus dit à Commode. Un homme a dit un jour, la mort nous sourit à tous, il faut sourire à la mort. Ça c'est romain, ça c'est nous. Les autres ont entièrement leur dignité, hein, mais ils ont une manière d'être qui est entièrement respectable, chez eux et en eux, et pour eux. Mais nous, ça fait 25 siècles qu'on ne baisse pas la tête. Le problème, c'est que les petits mecs, si tu baisses pas la tête devant eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Enfin, mis à part butoir de porte, il a été quelque chose dans sa vie, Castex? Enfin, regarde-les. Là, tu vois, je suis passé sur NTD, ça a été on pense un entretien pas mal avec Ying, que j'aime beaucoup, parce que elle voulait m'interroger sur Macron, tu sais, la phrase énigmatique que j'avais dit, l'homme d'après les hommes. Je le crois profondément, l'homme d'après les hommes. Et en réalité, nous nous retrouvons au cœur du gaullisme. La seule querelle qui vaille, c'est la querelle de l'homme. C'est un état de fait. Et c'est l'homme dans son humanité qui est en danger. On n'est pas dans... Tu vois, si tu veux, on n'est pas uniquement dans... est-ce que Yannick Jadot va se reposer après les présidentielles pour retourner en ONG environnementale, aller draguer de la minette? Tu vois, est-ce que Marlène Schiappa, après son très bel ouvrage Découvrez le point G, ou alors, Messieurs, essayez les grosses, est-ce qu'elle va nous faire une trilogie avec Vadémécum de la brouette thaïlandaise? Tu vois, les enjeux qui sont en face de nous sont des enjeux quasiment bibliques. C'est l'avenir de l'homme comme être libre. Est-ce que nous allons rester un évadé de la zoologie, ou est-ce que nous allons rentrer dans la zoologie par la technique? Est-ce que de devenir l'appendice de la machine va nous mettre plus bas que la bête? C'est ça la question. Est-ce qu'il y aura toujours des hommes, mais est-ce qu'il y aura toujours des hommes dignes d'être des hommes? Quand vous voyez les choses comme ça, eh ben, c'est autre chose que « Ah oui, mais est-ce que Valérie Pécresse, si elle arrive à faire voter l'ensemble des chenils par Dominion, est-ce qu'elle pourrait l'emporter face à Marine Le Pen, sachant que, comme chacun sait, les chats n'ont aucun sentiment civique, parce que le chat n'en a rien à foutre, hein, il est gardien du monde des morts dans l'Antiquité, donc le chat est un dieu et tu habites chez lui, donc il n'a aucune raison d'aller voter, alors que Douglas est un bon citoyen comme tous les toutous. Tu vois, c'est quelque chose de bien plus terrible qui se joue en toile de fond. Et malheureusement, c'est là où tu vois que tu as des petits mecs, c'est que face à des enjeux de cette taille-là, ils s'en rendent même pas compte. Dramatique. Alors que on peut penser ce qu'on veut de Vladimir Poutine, on peut penser ce qu'on veut de Xi Jinping. Mais ce sont des hommes qui se rendent compte des enjeux.
commencer avec cette maxime. On ne ment jamais autant avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Que penser du déferlement de ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, mais on va appeler ça de la désinformation, pendant cette période, et de l'hystérisation complète de tout ce qui touche à la Russie, de près ou de loin. On a vu quand même le cas assez lunaire d'une statue de Karl Marx aux États-Unis qui a été désossée, enfin, on a fait tomber. Qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est très simple, l'Occident fait une guerre à base de cancel culture. L'Occident, exactement le processus de la sénilité. La sénilité chez un individu le conduit souvent à effacer des parts entières de sa vie, de son entourage. Il est sénescent. Et à la fin, il ne reconnaît plus les autres, il ne se reconnaît plus lui-même. Et l'Occident est en pleine dynamique sénescente. La cancel culture, c'est la culture de l'effacement. Et bien aujourd'hui, tu as remarqué, dès qu'il y a un problème, bientôt on va liquider le tableau de Mendeleïev. Il faut liquider le tableau de Mendeleïev, c'est très bien, on va retourner à l'ancienne alchimie de l'ancien temps. C'était bien l'alchimie, mais il faut savoir la faire. On retire Dostoïevski des bibliothèques. Pour que faire? Tout simplement parce que maintenant, l'Occident, comme il sait qu'il y a des autres qui ont d'exister en tant qu'autres, il ne le supporte plus, donc il les efface. Vous n'existez pas. Notre constructivisme va jusque-là. Et nous faisons une guerre à base de cancel culture. Et donc, évidemment, nous faisons une propagande de guerre à base de cancel culture. Je rappelle que ces hommes, pour qui la culture russe a donné Poutine, donc est coupable, ils font ça sur tous les pays, sauf l'Allemagne. Alors qu'il y a peu de choses aussi allemandes que le national-socialisme allemand. Mais ça, par contre, forbidden. Ça, t'as pas droit. Verboten, on dit. Oui. Excuse-moi, si tu veux, malheureusement, nous, on cassait les cailloux à Buchenwald, donc on n'a pas eu le temps d'apprendre la langue, désolé. Est-ce qu'on peut le lier à cet épisode pendant la guerre en Irak où les Américains ont renommé les frites de la liberté contre les French fries? J'y pensais, justement. Est-ce que c'était les prémices? Totalement. Mais c'est... Et là, ça prouve une chose, c'est que le stalinisme est mort à l'Est, mais a gagné à l'Ouest. Ce que disait Solzhenitsyn. Bien sûr. On efface les gens. Bon, Oncle Joe, il faisait quoi sur les photos avec Tonton Léon? Il faisait la même chose. Voilà. On vaut pas mieux. Hein. On ne vaut pas mieux. Alors je sais, c'est terrible. Je sais. Mais c'est l'Occident qui est malade. Personne... La Chine ne va pas brûler ne va pas brûler Victor Hugo. La Russie ne va pas retirer la statue du général de Gaulle qui est à Moscou. Non, c'est nous qui faisons ça. On va débaptiser un lycée, je crois, en Vendée, ou un collège, qui s'appelle Solzhenitsyn. Vous êtes malade. Au nom de l'antitotalitarisme. Vous êtes cinglés. Il y a aussi Yuri Gagarin qui est frappé d'un titre, je crois. Oui, on l'a retiré du truc de la NASA, sur les grands hommes de l'espace. Donc ça veut dire que... Qu'est-ce qu'on va faire? Mais il n'y a pas uniquement... Le premier homme dans l'espace était un Russe, oui, mais pas uniquement. Je te rappelle que le premier animal dans l'espace était une chienne. Ouais. Alors elle aussi, tu vois. Et Sputnik aussi était russe. Oui, non mais il faut... Allons-y. Il faut fermer tous les bistrots. L'hélicoptère, c'est pas inventé par Igor Sikorsky? C'est pas un russe? Pas impossible, mais en tout cas, il faut fermer les bistrots. Mais allons-y gaiement. Il faut fermer les bistrots. Les bibliothèques, on va les épurer, très bien. Non, il faut aller de... le premier que tu vois avec un samovar, faut le faire arrêter. Donc voilà, allons-y gaiement. Et là, tu vois, c'est le problème. Si tu veux, c'est que souvent,
Tu vois, si tu veux, quand tu as une âme qui est atteinte de sénescence, tu redeviens souvent, malheureusement, l'adolescent que tu étais. Or, on a un rapport à la réalité qui est d'adolescent. Ah ouais, tu vois, c'est l'équivalent, tu sais, de l'adolescent qui est tellement en colère qu'il détruit les symboles de la personne contre qui il est en colère, tu vois. Ben là, c'est pareil. J'efface. Or, tu effaces le réel, d'accord. Pour toi. Mais Mendeleïev a existé, que tu le veuilles ou pas. Donc, ça veut dire quoi, en fait? Tu peux pas abolir le réel. Or, qui essaye en permanence d'abolir le réel à sa volonté? L'adolescent. Et le pire, c'est qu'à la fin, évidemment, en termes de propagande de guerre, c'est anti-stratégique au dernier degré. Parce que là, ça montre juste une chose. Ça prouve juste que ça prouve juste que t'es un vandale. Que tu n'as aucun respect pour ta propre culture. Et que, au passage, les mêmes gens qui te font ça te disent la culture n'est qu'un processus d'échange, n'oublie pas que les mêmes gens te disent qu'il n'y a pas de culture nationale parce que tout vient de nulle part et que rien ne vient de rien, tu vois. Que nous ne sommes faits que d'échanges. Ah bah oui, là, il a une belle tronche, l'échange. C'est très particulier, cette pensée de l'effacement. Est-ce qu'on peut le lier à cet esprit qu'on appelait boomer, nous, mais peut-être qu'on ne va pas tout le temps leur rejeter la faute, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a un lien... Bah si, c'est de grands adolescents. Là, tu vois, en termes de propagande de guerre, qui est-ce qui croit à tout ce que dit BFM? En termes de classe d'âge, c'est très net. Mais est-ce qu'on peut les lier à tous les pro-timbres timbres médicaux parce que c'est quand même assez clair. C'est pas l'aspect de la croyance en lui-même, c'est l'aspect de plier devant la répétition de l'information et d'annoncer. Tu vois, le problème, c'est que ce sont des gens qui, parce que ils estiment être de la classe dominante, plient devant le discours qu'ils estiment dominant, par nature. Et donc, ils annonnent. À aucun moment, tu vois, si tu veux, l'information passe de l'oreille à la bouche. À aucun moment, elle n'est prise cérébralement. Aucun. Pas de recul, rien. Tu vois, tu peux leur dire, tu leur sors des photos, de Syrie, ils te disent, oh mais c'est l'Ukraine, les mecs. Enfin, c'est pas le même paysage quand même. Enfin, vous vous rendez compte que, c'est quand même, entre le paysage moyen-oriental et le paysage ukrainien, il y a quand même des limites. Tu peux leur faire gober n'importe quoi, n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours être du bon côté du manche. Et donc ils sont habitués à réagir en pensée réflexe. C'est quoi un réflexe? C'est quand si tu veux, le stimuli apporte la réaction sans que le cerveau participe. C'est ça, un réflexe. Ben eux, ils sont dans la pensée réflexe. C'est-à-dire, le timbre est bon, Poutine, pas bon. Tu vois, c'est le film Le Pari. Bien, pas bien. Pensée réflexe, pur. Dressage. Et ça, c'est vraiment clair chez une classe d'âge. Classe d'âge est parallèle à une classe de possession, parce que si tu veux, ils estiment que le fait d'avoir plié en permanence dans le discours leur a rapporté moult bifton, et donc si ça a rapporté moult bifton, c'est que c'est bien. Tu comprends? C'est une corrélation un peu... Oui, mais si tu veux, il y a toujours de bonnes raisons d'être lâche. Tout simplement. Et puis il y a toujours de bonnes raisons de ne pas penser. Parce que penser, c'est dur, c'est chiant. C'est dur, c'est chiant. On n'a pas envie. La pensée est un exercice trop difficile. On n'a pas envie. On ne veut pas. C'est se faire violence d'une certaine partie. Oui, c'est se faire violence, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne le font pas. C'est quoi le problème de la pensée? Quand on fait un vrai débat avec quelqu'un, on prend le risque de penser différemment après qu'avant. Un risque. Aujourd'hui, on ne fait pas de débat. On fait des postures différentes. Personne ne prend le risque de la pensée. Personne ne prend le risque de dire « je suis trompé ». Voilà.
Et pour revenir sur le sujet de la propagande de guerre, plus directement plutôt que les effets sur la population, on pourrait se dire que après tant d'années de guerres qui ont été déclarées sous des faux semblants, Qui les a jetés comme ça dans la fosse? C'est la police politique, c'est Ceausescu, c'est les communistes qui ont fait ça. À bas Ceausescu. 1989, en Roumanie, les télés du monde entier diffusent des images d'un charnier. Dans la ville de Timișoara, des corps mutilés, des milliers de morts annoncés. Mais rien de tout ça n'est vrai. Il s'agit de l'une des plus grandes affaires de désinformation mondiale du XXe siècle. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Saddam Hussein et son régime ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que les inspecteurs ne trouvent absolument rien. Syrie, nous avons un ennemi, Daesh. Nous sommes en passe de le vaincre. Le peuple syrien a un ennemi, il s'appelle Bachar el-Assad. Mais il est toujours là. Est-ce qu'il est encore temps d'empêcher Benghazi de tomber aux mains des partisans de Kadhafi? Il est juste temps. Il est vraiment minuit moins 5 à Benghazi. Le compte à rebours est commencé. C'est plus une question de jours, c'est une question d'heures. Comment ne pas bloquer ces réactions primaires et se dire, attendez, prenons les informations telles qu'elles sont, analysons et ensuite, est-ce que c'est simplement par ce que les gens appellent signalement de vertu, ou est-ce que c'est vraiment, on est dans un mode, il faut que je réagisse le plus vite, sinon je vais être suspect? Alors, de toute façon, ça se fait par le contrôle social. C'est-à-dire que le petit poisson ne veut pas être à l'extérieur du banc. C'est simple. Ce qui pour le poisson se comprend. Contrairement à une croyance éthologique qu'on a souvent eue, on croyait que les poissons étaient hyper moutonniers. En fait, ils réagissent tous individuellement, mais ils coordonnent pour pouvoir ne pas tout simplement se choquer. Mais là, le petit poisson ne veut pas être en dehors du banc. On n'a plus d'éducation à l'indépendance d'esprit. Ça commence dès ça. Donc résultat, ensuite, tu les fais prendre par le schéma des chaînes d'infos en continu où une info chasse l'autre. Jamais de contexte, ni géographique, ni historique. Jamais. Jamais. Rien de lesté. De l'information liquide. Prédigérée, préavalée, prémâchée, pré-expulsée. Faut que ça glisse. Faut que ça glisse. Faut que ça glisse. Donc, et ensuite, tu gères le flux. Tu gères le flux. On formerait, je pense que dans la grande reformation de la culture générale qui est nécessaire dès le plus jeune âge, il faut former les gens à décrypter les discours. Parce que, à long terme, qu'est-ce que ça va faire des individus cyniques et lâches? De toute façon, on nous a toujours menti. Ceux en quoi en plus, ils ont raison. Et à la fin, ces gens-là t'en fera rien. Tu sais, l'enthousiasme d'un peuple est une vraie vertu. Eh bien, il faut que cet enthousiasme, il faut l'économiser. Parce que la petite flamme d'énergie que chacun est prêt, ça se voit à l'adolescence, où les gens veulent s'engager, les gens veulent, etc. Cette petite flamme d'être au service des siens est quelque chose parmi les choses les plus saines à l'intérieur de l'individu. L'enthousiasme naturel. Quand c'est détruit, c'est détruit. Alors il y a des gens qui ont des réserves inépuisables, mais ils sont plus si nombreux que ça. Donc, ils compenseront pas les autres. Il faut pas jouer avec ça. Moi, si j'en veux beaucoup à l'Amérique, c'est avant tout pour ce qu'elle a fait aux Américains. Donc pour beaucoup des gens très bien. Pour ça, faut pas mentir aux siens. Quand tu le dis, on a un but de puissance, légitime. Par exemple, si un tel prend tel pays, nous, on n'aura plus à bouffer. Donc on doit bouger. Tout le monde le comprend. Le problème, c'est que là, tu as peur de la common decency de ton propre peuple. Qui est dire, pourquoi on ira à Pétaouchnok pour que tu puisses t'en mettre plein les poches?
Moi, je vais te donner mon fils, je vais te donner mon fils pour aller au combat. Toi, tu vas me rendre une boîte avec un sac à viande froide dedans, et toi, tu vas t'en mettre plein les fouilles. Non. C'est là où, alors je sais, hein, je suis chiant avec ça, hein, je sais. Hein. C'est là où il faut réfléchir sur la fin de l'ère impériale. C'est terminé. C'est terminé parce qu'à la fin, on a créé des individus cyniques, mais comme l'ancienne Rome. À la fin, qu'est-ce qui a tué Rome? C'est qu'à la fin, il n'y a plus de Romains dans les légions romaines. Après l'édit de Caracalla... Tu vois? Eh bien, tout simple. Pourquoi? Parce que les grandes familles romaines pensent que le service de la patrie n'est pas assez noble que pour prendre le risque de perdre un enfant. Ce qui est normal. Il faut voir ce que c'est perdre un enfant. Si tu veux, on est fait pour que nos enfants nous enterrent, pas l'inverse. Donc prendre ce risque, qui est un risque hors norme dans la vie d'un individu, enfin si tu veux, personne ne se remet de ça, jamais. Eh bien pour ça, il faut être économe de ce que tu sais dans... Il faut être économe dans la chanson de Monsieur de Turenne, cette grande chanson militaire française. Quand il s'y mêle un flot de sang joyeux, il faut être économe du sang joyeux. Très économe. Et oui. Si j'en veux à l'Occident, c'est d'avoir envoyé mourir à Pétaouchnok pour rien. Et le pire, c'est que ce mensonge-là, on l'a fait aux nôtres, on l'a fait aux autres. On va parler aux Libyens, aux Irakiens, aux Yéménites, ils ont des tas de trucs à te dire là-dessus. Tu vois, Poutine, est-ce qu'il a menti depuis le début de la crise ukrainienne? Très peu. Il a affiché une partie de ses buts politiques. Il n'a pas souligné ses buts de guerre, parce que ça, si tu veux, tu balances pas les buts de guerre, tu vois. Tu vois, c'est comme jouer au poker devant un miroir, tu vois. Si tu veux, personne n'est assez con. Mais, vous voyez, il a pu faire comprendre à son peuple sans mentir. Nous, on est le royaume du mensonge. On ment tout le temps. Résultat, quand tu mens tout le temps, les braves types, tu les mets en dépression. Nous sommes les principaux consommateurs de médicaments psychotropes au monde. Tu mets les gens bien en dépression, et pour le reste, tu crées Manuel Valls. Excuse-moi, si c'est ça le bilan, le dernier qui sort est la lumière. On va pouvoir achever cette partie en évoquant la ruée des petits mecs, on va dire, sur cette situation, avec notre BHL national qui s'est rendu... C'est génial. Avant la mort, avait une odeur sur le champ de bataille. Maintenant, elle a une sale gueule en plus. Alors déjà, il arrive à Kiev, tu vois. Alors, il a tagué... Je veux l'adresse de son dealer. Greg Tabibien, je crois, avait mis quelque chose en substance, Jean Moulin en PLS. Tu vois, il a tagué une barricade, liberté, égalité, fraternité. Poutine en sueur. Poutine en sueur. Et le pire, c'est que qui lui marche à côté de lui à Kiev? C'est l'un des hommes, je crois, du bâtiment de représailles Gaïdar, qui est un mec que même Amnesty International, officine américaine, entend faire rechercher pour crime de guerre. C'est-à-dire, c'est un néo-nazi ukrainien, c'est-à-dire un homme qui ne pense qu'une vie accomplie ne se fait qu'en tuant des Polonais, des Russes et des Juifs. Et BHL va cautionner ça. Autrement dit, des gens que BHL a cherché toute sa vie. C'est BHL qui a écrit l'idéologie française, donc lui, qui derrière chaque furoncle au pied, derrière chaque lacet mal fait, a vu la main de l'extrême droite, il la croise, il la reconnaît pas. Faut vraiment être tristouné. C'est-à-dire que lui qui a cherché, je le dis, il faut que Caroline Forest y aille, elle qui ne fantasme jamais sur les hommes, à l'exception que quand ils sont nazis. Il faut qu'elle aille à Kiev. Elle va enfin trouver l'amour. Il était temps. Bon, donc, tout ceci est dramatique. Et le pire, c'est que on nous refait le coup de l'ex-Yougoslavie, mais on a appris de l'ex-Yougoslavie. Relisez Alexis Trout sur les Balkans. Tout a été testé dans les Balkans, en termes de médias mensonges. L'Occident n'a même pas fait évoluer ses techniques de propagande de guerre.
Et résultat, on nous recrache les mêmes mecs. Alexandre Adler qui écrit depuis Bruxelles. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont mis à Bruxelles. Toute la fine équipe du meilleur des mondes, les néoconservateurs français, Enthoven, tous ces gens-là, ces gens qui ont appelé à vitrifier le peuple irakien et qui aujourd'hui font les cadors suffisamment loin de la bouche des canons russes. Mais qui ne demandent qu'à ce que les soldats français aillent se faire flinguer par la Russie. Oui, on est toujours assez surpris que ce soit jamais leur fils qui y aille. C'est toujours assez... mais si tu veux, dans certaines... tu sais, t'as eu, je crois, des projets comme ça dans certaines cités grecques d'envoyer les fils dégradés d'abord. Pour être bien sûr. Alors si tu veux, je pense que au-delà de la parenthèse et au-delà de la gaudriole, c'est pour ça que je veux la généralisation de la culture militaire dans la population. La guerre, c'est quelque chose de sérieux. Tu vois, nous, on a fait un ouvrage sur, justement, l'évolution du fait de guerre, qui est La guerre, la pensée, l'affaire, donc le Benoît Billan, donc préfacé d'ailleurs par Michel Goya, dont nous parlions tout à l'heure. Il faut penser la guerre comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un des faits sociaux totaux les plus capables de faire évoluer les sociétés. Et donc il faut donner une culture militaire basique aux citoyens, et c'est normal. Le citoyen a toujours été un homme en armes. Le citoyen châtré n'est pas un citoyen. Relisez Bernard Wicht, relisez Autodéfense. C'est pas compliqué. Un homme libre ne se repose pas. La liberté n'est pas gratuite, comme disent beaucoup d'Américains. Oui, la liberté n'est pas gratuite. Ou alors on y renonce. Bon, on y renonce. Mais après, il ne faut plus la ramener. On se souviendra de la phrase très connue, ceux qui sacrifient de la liberté pour un peu de sécurité ne méritent pas. Alors, si tu veux, cette phrase qu'on attribue à Jefferson, si je me souviens son nom, ou à Franklin, si tu veux, elle est certainement apocryphe. Si tu veux, elle est certainement apocryphe, mais, si tu veux, ça c'est un concept très, très grec, puisque je crois d'ailleurs que c'est Périclès, être libre ou se reposer. Un homme libre ne se repose pas. Après, on peut vouloir renoncer à la liberté, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand on a renoncé à la liberté, on est la variable d'ajustement d'autrui. Comme disait Jack Welch, rappelez-vous, si tu ne décides pas de ton destin, quelqu'un en décidera pour toi. C'est que net. Et on va terminer cette revue de nos Français, entre guillemets, qui commandent sur l'actualité ukrainienne avec un qui s'était pas illustré depuis un petit bout de temps et qui là a pondu un texte sur lequel on voulait revenir, qui se demandait, et je vous donne son nom, c'est Jacques Attali, qui se demandait si les Français s'étaient battus comme les Ukrainiens en 1940, peut-être qu'on aurait... Oui, très bien, très bien. Alors, Monsieur Attali devrait rester dans le prêt-à-porter, je pense que c'est ce qu'il fait de mieux. Alors en plus, il fait du prêt-à-porter écologique, hein, donc j'admire son sens de l'inclusivité. Hein, parce qu'il faut économiser le tissu, lui c'est bien, il retire une des jambes des pantalons, donc tout va bien. Donc ça me permet, au-delà du triste cire Attali, de rendre hommage à un grand monsieur, lui, qui est Dominique Lormier, qui est un grand historien de la Seconde Guerre mondiale, près d'une centaine de livres publiés, dont celui-ci... On rappelle son âge. Je crois qu'il a entre 50 et 60 ans, à peine. Ouais. À peine. Comme des lions, et celui-ci, Histoire extraordinaire de la résistance française, Comme des lions a fait l'objet d'une réédition chez Ring et de 2 suites. En réalité, il y a un effort de guerre colossal de la France pour le second conflit mondial du début à la fin. Je rappelle que l'armée française met plus d'hommes dans la fin du conflit que les Britanniques. Je le rappelle quand même. Mais pour ça, il faut avoir une connaissance du second conflit mondial. Il faut peut-être éviter de la ramener à tout bout de champ, ce qui est l'obsession de Jacques Attali, dont un jour quelqu'un devra bien interroger la légitimité pour toujours venir la ramener pour pouvoir cracher sur la France pendant que son frère il fait des affaires tout à fait interlopes, parce que les Attali, c'est comme les Hollandes, hein, ils vont par deux. Hein. Donc c'est les 2 frangins. Je pense qu'à un moment...
moi je le dis, je n'ai jamais trouvé de texte de Jacques Attali dans lequel j'ai trouvé une pensée réelle quelconque. Jamais. Tout est de l'approximation, tout est du marketing pseudo-intellectuel, tout est de ce calibre-là. Et moi, je ne supporte pas que ceux qui se sont battus, ont souffert et sont morts pour la France, soient insultés par un homme qui, ne serait-ce que par les affaires de la Baird, comme ou celle de SKS, devrait être derrière des barreaux. Bon. Parce que malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas que escrocs de la pensée. Donc, je pense quand même qu'il devrait rester dans les affaires qui le concernent, le prêt-à-porter, et peut-être un peu moins la ramener. Parce que l'armée ukrainienne se bat militairement pas extrêmement bien, loin de là. Elle sera battue, et elle sera battue avec tout l'effort militaire occidental qui a été fait pour l'armée. Alors que nous, on a fait nos anciens ont été face à une armée allemande qui refusait l'affrontement et qui tapait les objectifs civils, et un haut commandement militaire et civil qui, là où les militaires ont fait leur job, a trahi. Le problème, c'est que, je renvoie aux écrits d'Éric Branca ou d'Annie Lacroix-Rize, le problème, c'est qu'on n'a pas voulu châtier ces gens-là en 1945, pas que le général ne le voulait pas, mais qu'une partie de ces gens est allée ventre à terre auprès de l'ambassade américaine pour trouver de nouveaux protecteurs. On rappellera les bombardements de Rotterdam, les bombardements de Varsovie. Bien sûr. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la technique du bombardement incendiaire pour les civils est une technique allemande qui finira par se retourner contre l'Allemagne. C'est de reste. Et se tourner contre le Japon également, avec les bombardements du Diable Blanc, Curtis LeMay. C'est Dieu. Et malheureusement, oui, je pense qu'il est grand temps, soit on enseigne totalement cette période. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait l'enseigner totalement, parce qu'il y a tellement de mecs hors du commun qui seraient édifiants pour les gamins. On va pas tout le temps citer, il n'y a pas uniquement le général, il y a Mesmer, il y a Koenig, il y a Klosterman, chez les Américains, il y a la Trinité, Patton, MacArthur, Eisenhower. Il y a de vrais mecs, quoi. Il y a l'œuvre extraordinaire de Jean Lopez sur les maréchaux soviétiques. Tout le monde connaît Joukov, mais il n'y a pas que Joukov. Voilà, ça c'était des hommes. Soit on enseigne complètement, soit on retourne au prêt-à-porter. Mais on ne fait pas entre les deux. C'est une histoire qui est encore beaucoup trop chargée de sang. Mais encore faut-il avoir le respect pour le sang. Vu ce que M. Attali a fait comme affaire, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit ce qui trahisse le personnage en premier lieu. Ça va nous permettre de passer au prochain sujet. Agonie qui n'est plus, puisque sa mort a été déclarée, je crois, ce matin. C'est Yvan Colonna, assassin du préfet Érignac, le préfet Érignac, qui a été tué dans des circonstances un peu étranges. Alors, en tout cas, il a été placé en détention avec quelqu'un qui n'a pas été d'accord avec ses termes, je crois. Mais qu'il a eu pour blasphème, et qui, je crois, s'est jeté sur lui avec une arme. Voilà. Alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la mort d'Yvan Colonna et il y a le problème corse. Donc, allons vite. Le problème d'Yvan Colonna, et si vous voulez connaître le nom d'un des hommes qui a tué Yvan Colonna, eh bien, c'est Robert Badinter. Les détenus particulièrement surveillés ou signalés avant étaient placés dans les quartiers de haute sécurité, les QHS. Bon, droit de l'homme, a plus droit. Bon, très bien. Pour ceux qui ont vu cette excellente série américaine qui est Oz, dans les prisons, non ? Dans les prisons, le fait de mettre des grands fauves les uns avec les autres n'est pas une garantie de sécurité. Moi, à titre personnel, je suis pour la régression du droit des prisonniers. Je le dis très clairement. Nous leur avons donné plus, nous avons égalisé leurs droits par rapport à la population non incarcérée.
à partir des années 80, et je suis désolé, la prison doit être uniquement une privation de liberté, je suis d'accord, mais une vraie privation de liberté. Je ne veux pas les faire dormir avec les rats, je ne veux pas qu'ils aient froid la nuit et qu'ils se réveillent avec des engelures de partout. Je ne veux pas de tout ça. Je ne veux pas qu'on les torture, je ne veux pas qu'on les malmène, je suis un partisan des libertés civiques. Néanmoins, merci d'avoir regardé cette première partie, rendez-vous sur Vimeo pour la suite.